Alors à qui profite le nouveau marché du cyber-risque et ce nouveau marché du langage informatique aussi? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho à nos deux invités. Akram Azam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur groupe chez SIA, un cabinet de conseil en stratégie et management où vous êtes en charge de la cybersécurité et de la confiance dans l'intelligence artificielle. Également avec nous à distance depuis les studios d'ici, Lorraine Yamina Tadjedine, économiste et professeure à l'université de Lorraine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes également membre du laboratoire Beta et vous êtes spécialiste des questions de finance, du fonctionnement aussi des institutions financières. Vous travaillez aussi sur un projet interdisciplinaire appelé Ensemble, où des chercheurs de plusieurs disciplines collaborent pour améliorer la lutte contre la cybercriminalité. Et puis j'en profite pour remercier Quentin Olivier qui assure donc ce duplex depuis ici Lorraine. Alors Akram Azam, reprenons les choses depuis le début. Tout commence en avril dernier lorsque la start-up d'intelligence artificielle américaine Anthropic annonce qu'elle a mis au point un nouveau modèle baptisé Claude Mythos, mais que ce modèle ne serait pas accessible tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce modèle, quelles en sont les finalités pour que l'on mesure bien l'ampleur aussi de la révolution que cela représente en soi? Mythos fait partie de ce qu'on appelle les modèles IA frontières, donc c'est-à-dire c'est les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés et qui permettent de traiter un gros volume de données et qui sont à la pointe de ce qui est réalisable aujourd'hui. Donc, Mythos plus spécifiquement, ou aussi GPT-5.5 Cyber d'OpenAI, sont des modèles qui sont dédiés à la cybersécurité. Donc, qu'est-ce que fait Mythos de manière plus concrète? Donc, il permet d'identifier des vulnérabilités à un niveau de rapidité, de profondeur et de vélocité jamais atteint. C'est-à-dire que, par exemple, il détecte des vulnérabilités qui datent de 27 ans sur des systèmes d'exploitation qui supportent, on va dire, un tiers de l'économie mondiale et que malgré toutes les solutions de cybersécurité qui ont pu réaliser des scans ou des revues de vulnérabilité sur ces systèmes-là, personne ne les a jamais détectés jusqu'à Mythos. Vous avez cité OpenAI tout de même. Est-ce qu'il y a quand même une différence entre les deux? Est-ce que ce que fait Mythos n'avait jamais été fait auparavant ou est-ce que la concurrence est quand même très très proche? On va dire jusqu'à aujourd'hui, Mythos a quand même en fait une marge d'avance par rapport justement à OpenAI. Et ça a été le résultat du projet Glasswing avec une douzaine de partenaires triés sur le volet et qui a été mis, comme votre reportage le disait en ouverture, on a accès juste à une quarantaine, entre 40 et 50 entreprises, organisations de confiance, pour leur permettre de commencer à identifier les vulnérabilités et les corriger, parce que les États-Unis estiment qu'ils sont systémiques pour l'économie américaine. On va revenir sur ce projet Glasswing qui est effectivement, vous le soulignez à juste titre, composé d'entreprises, d'institutions uniquement américaines, ce qui pose aussi un certain nombre de questions. On le comprend, le problème, entre guillemets, que pose Mythos, c'est qu'il est à la fois un outil utile, capable de pointer les failles de sécurité de certains systèmes informatiques, mais donc par voie de fait un facteur de risque puisque certains peuvent s'en servir non pas pour réparer ces failles, mais pour les exploiter justement et s'engouffrer dedans. Yamina Tadjedine, en quoi est-ce nouveau? Est-ce que les autres LLM, les Large Language Models ou grands modèles de langage comme ChatGPT par exemple, n'ont pas ou moins cette expertise du hacking? Est-ce qu'on est véritablement là, selon vous, face à une forme de changement d'ère, une forme de révolution en soi? Alors, il y a une révolution sur le volume, mais par contre, derrière, la problématique de est-ce qu'on détecte ou est-ce que finalement on exploite était déjà présent sur ChatGPT, par exemple. Et notamment, nous, on y avions testé il y a un peu plus de 2 ans de cela, pour montrer comment on pouvait enlever les garde-fous de ChatGPT afin d'avoir des explications sur comment attaquer. Et pour cela, il faut travailler sur le prompt, c'est-à-dire la façon dont on écrit pour demander des réponses à l'outil informatique. Et donc typiquement, actuellement, il y avait des garde-fous qui étaient des garde-fous. Si on arrive en disant « je veux faire une attaque, donne-moi les solutions », là, ChatGPT dit allez voir ailleurs. Mais par contre, si on lui dit je suis une victime, ce qui revient ici à la même chose pour Mythos, j'ai des potentielles vulnérabilités que je veux connaître, et bien dans ce cas-là, on avait un tapis rouge sur tout ce qu'il était possible de faire en termes d'attaque. Et donc, effectivement, il ne s'agit pas d'une différence dans la nature, mais véritablement dans les moyens. Et je dirais que c'est un problème plus général de l'informatique, enfin des traitements LLM, qui est que l'intention derrière la directive que l'on donne n'est pas connue. Et donc en fait, l'outil peut se méprendre pensant qu'il s'agit d'une protection alors même qu'il s'agit d'une attaque.
Donc on le comprend, Yamina Tadjeddine, c'est une question d'ampleur finalement du risque, puisque l'outil en lui-même était déjà présent et puis déjà utilisé, pouvait être utilisé à des fins plus malveillantes, on va dire. Akram Azam, on le comprend, c'est un tournant technologique, hein, vous avez parlé de vélocité, d'ampleur aussi des données traitées, mais c'est aussi un tournant économique, à partir du moment où, comme Yamina Tadjeddine vient de nous le dire, à partir du moment où il y a des modes d'emploi, des manuels du petit hacker qui sont accessibles très facilement grâce à l'intelligence artificielle, hacker n'est plus une question d'expertise, on n'a pas besoin de compétences spécifiques pour parvenir à ses fins. Ça devient donc plus rapide, potentiellement moins cher aussi que de hacker les serveurs d'une entreprise, d'une institution. Est-ce qu'on sait de quelle somme on parle là? Combien ça fait économiser très concrètement que d'avoir recours à des modèles de langage type Mythos? Exactement. Aujourd'hui, on estime que pour avoir une cyberattaque réussie, donc c'est-à-dire qui aura porté atteinte à la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité d'un système d'information d'une organisation, c'est de l'ordre de 20 000 $. Donc, un hacker, il est garanti justement en fait, de pouvoir porter atteinte au système d'information. Et s'en suivra après la monétisation, soit avec la revente de données, soit en utilisant justement les données ou la faille qu'il aura créée dans un système d'information pour conduire des actions frauduleuses. Pour schématiser un peu, aujourd'hui, on estime que le PIB de la cybercriminalité est de l'ordre de 10 500 milliards, ce qui place comme le troisième PIB mondial après celui des États-Unis et de la Chine. Et ça, c'était avant l'IA. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qu'on peut aussi mobiliser comme arme pour conduire des attaques beaucoup plus fines, beaucoup plus précises et beaucoup plus larges, on estime que ce montant-là, il est amené à évoluer. Mais Akram Azam, mon hypothèse était que, bon, comme ça coûte moins cher, forcément, davantage d'individus, davantage de personnes vont être incités ou être tentés de devenir hackers. Est-ce que c'était vraiment ça qui se jouait? Est-ce qu'il y avait des hackers qui n'y allaient pas ou qui ne s'attaquaient pas à certains serveurs parce que ça revenait trop cher? Est-ce qu'il y avait vraiment ce calcul-là? En réalité, il y avait quand même une barrière du savoir. Donc, parce Oui. que ça nécessite quand même quelques fondamentaux en informatique, en algorithmique et aussi en différents langages. Et ce qui faisait qu'il y avait une barrière pour justement les cybercriminels pour en devenir quelques-uns. On a déjà vu il y a 2 ans, avec la sortie justement de la GenAI, où il y avait sur le dark web, nos laboratoires l'avaient identifié, de ce qu'on appelait en fait des kits de hackers, ils appellent ça du cybercrime as a service ou du cybercriminel comme service, où pour quelques centaines de dollars, on pouvait acheter un kit et commencer justement à les personnaliser, réaliser des attaques soi-même. Donc là, l'appât du gain fera qu'on va avoir beaucoup plus d'attaquants et beaucoup plus d'attaques in fine. Et très rapidement, on est d'accord, donc ça coûte moins cher d'attaquer. Est-ce que grâce à l'IA aussi et aux nouveaux modèles de langage, ça coûte moins cher de réparer? Pour le moment, en fait, on estime qu'il y a un ordre de facteur 100, donc qu'une attaque qui coûterait une centaine de dollars, en face, justement, en fait, on aurait besoin de 10 000 $ pour d'identification de vulnérabilité et de correction. Viendra après les solutions de cybersécurité appuyées par l'IA, mais j'imagine aussi qu'il y aura un surcoût pour l'acquisition et pour aussi la configuration, l'administration des solutions-là. Donc avantage actuellement toujours aux hackers. À l'attaque, donc. Ça pose un dilemme intéressant, Yamina Tadjeddine. Bon, c'est ce qui revient à se mettre dans la tête des hackers, ce qui est toujours très compliqué d'un point de vue sociologique, notamment parce que, par définition, ils sont compliqués à identifier. Mais dans quelle mesure on peut savoir si les hackers sont effectivement en quête de rentabilité et sont dans une logique de calcul coût-avantage? Est-ce que c'est la façon finalement dont les raisonnements se construisent de leur côté? Alors, donc là, vous avez mentionné le projet Ensemble, et c'est vrai que ici, hein, en Lorraine, avec notamment le laboratoire Lauria, on travaille ensemble sur un peu cet écosystème des cybercriminels. Et donc, en fait, je pense qu'il faut aussi abandonner cette vision qu'on a du hacker tout seul avec une cagoule dans son coin qui pourrait librement nous attaquer. Déjà parce que, au fond, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans un premier temps, les cybercrimes laissent des traces. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de traces sur Internet. Et aujourd'hui, je dirais que les policiers sont aussi conscients de l'existence de ces traces, et raison pour laquelle, eh bien, finalement, on retrouve des criminels. Donc on a quelque chose qui a aussi évolué. Ça veut dire qu'on a des outils qui se sont affinés et on peut retrouver des criminels aussi sur la toile. Et ça me semble très important. À partir du moment où on les a retrouvés, effectivement, on peut comprendre leur motivation. Et donc ça a été entrepris par d'autres chercheurs qui en fait ont pu finalement dresser un peu des grandes catégories de cybercriminels. Alors, je dirais qu'il y en a vraiment 3
c'est généralement celle qu'on avance, on a des menaces qui sont de nature géostratégique. Ça veut dire qu'en fait, on a une attaque qui vient plutôt d'un pays où on vise un certain nombre d'acteurs en vue d'une déstabilisation. Donc voilà, on peut imaginer, ça a été assez documenté. Voilà, la Russie, par exemple. Mais aussi d'autres pays dont on a eu des attaques. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils revendent des données, donc, comme cela vient de mentionner ensuite, sur le dark web. Donc en fait, on a deux bandes. Une première bande qui est une attaque géopolitique, puis après une deuxième bande qui est plutôt une revente commerciale. Et puis après, on peut avoir des déstabilisations internes. Des personnes qui veulent vraiment casser le système. Donc là, il n'y a pas très longtemps, on a un hacker qui a été arrêté. Et puis finalement, c'était pas... Voilà, il faisait ça de sa chambre, il y avait sa mère à côté. Voilà, c'était un jeu pratiquement. Et puis, on a vraiment aussi cette idée de nouveau service économique lié à la criminalité qui s'est développée. Donc, je dirais qu'il faut vraiment distinguer les trois, parce que derrière, les modes opératoires sont quelque peu différents. Vous avez mentionné, Yamina Tadjeddine, l'idée de revendre les données. Ça participe à ce circuit aussi économique, cette espèce de marché de la donnée. Une très rapide question, Akram Azam. À partir du moment où on se dit qu'il y a plus de hackers, donc potentiellement plus d'attaques, donc potentiellement plus de données disponibles sur ce marché sombre, on va dire, de la revente de données acquises illégalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la donnée vale moins cher puisqu'elle est beaucoup moins rare et beaucoup plus abondante, on va dire? Ça dépendra en fait des acheteurs qu'on a en face. On aura toujours des données, type données de santé, qui coûtent très très cher parce que c'est des dossiers assez complets et qui rarement en fait évoluent avec le temps. En fait, c'est un système de bourse en réalité. Tout dépend en fait de la rentabilité qu'on en tire. La rentabilité qu'on en tirera n'est pas que financière. Comme a dit Amina, en fait, ça peut être aussi des questions de déstabilisation, d'intelligence économique, etc. Donc, ce sera toujours en fait une question d'offre et de la demande, mais la demande sera de plus en plus insistante. On le voit, donc ce marché est en train de se reconfigurer aussi. Je le disais, ça inquiète énormément les institutions financières et bancaires, mais se pose tout de même une question, Yamina Tadjeddine, lorsque l'on voit les exemples récents de fuites de données. En France, ce sont des associations sportives, c'est Pierre et Vacances, entre autres, c'est l'administration aussi, avec l'attaque de France Titres, l'Agence nationale des titres sécurisés, le 20 avril dernier. Ce sont très rarement les banques. Alors pourquoi c'est la BCE, la Fed qui s'inquiète en tout premier lieu de la menace que peut représenter ces nouveaux modèles de langage d'intelligence artificielle? Alors, je dirais qu'en fait, de tout temps, parmi les acteurs qui ont été le plus protégés, il y a toujours eu les banques. Donc, on n'a qu'à imaginer le coffre-fort, par exemple, de la BNP Paribas à Paris, qui est très impressionnant, une construction du 19e siècle. Donc, l'idée de protéger des lingots est quand même quelque chose qui perdure et qui se transforme donc au gré, finalement, des technologies. Et ce que l'on a, et pourquoi les banques ont résisté, c'est parce que depuis fort longtemps, elles investissent pour la sécurité. Donc les banques ont été parmi les acteurs à payer le plus depuis fort longtemps sur la sécurité informatique. Mais aujourd'hui, même si vous payez des montants très très importants, face à des LLM surpuissants, vous ne résistez pas. Ça veut dire qu'en fait, on a quelque chose qui est un outil qui quand même est alimenté par des milliards et des milliards d'investissements, et les banques derrière ne peuvent pas rivaliser face à ces outils-là. Elles vont y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'il y a une petite phase d'adaptation, mais la crainte est là. Et juste pourquoi les banques ont cette crainte-là, c'est que ce qui se passe si on récupère les accès dans les banques, c'est du jour au lendemain, puisque quasiment toute la monnaie est dématérialisée, elle n'existe que dans les comptes bancaires. Si les comptes bancaires disparaissent, concrètement, ça signifie que personne ne sait ni a accès à ces moyens de paiement. Donc il y a un vrai enjeu de clé de voûte aussi de ce rôle-là que jouent les banques et les institutions financières et la confiance qu'elles sont censées aussi générer. Akram Azam, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les failles, les vulnérabilités de ces banques, de ces institutions financières? Qu'est-ce qui a été mis en lumière aussi par Mythos? Pourquoi tout d'un coup tout bascule finalement? En fait, on pense que les banques ne communiquent pas là-dessus. Chacune a son système d'information. On pourrait comprendre pourquoi. On va dire, en fait, on peut deviner assez facilement qu'ils ont beaucoup de systèmes anciens, ce qu'on appelle des systèmes legacy, donc qui sont basés sur d'anciennes technologies ou de langage informatique, principalement le COBOL, par exemple, qui est un langage qui a été créé en 1959 et sur lequel très peu d'experts demeurent aujourd'hui. Donc,
ou aussi sur quelques infrastructures comme du mainframe ou de la S400. Pourquoi la question ne se posait pas jusqu'à maintenant? Parce qu'on était sur un principe de sécurité par l'obscurantisme en quelque sorte, parce qu'on partait du principe que comme c'est des technologies un peu dépassées, les hackers étant de génération de plus en plus jeune, on va dire ça comme ça, ça ne s'y intéressait pas, parce que c'est une sorte de langue que personne ne parle plus. Oui, c'est ça, que personne ne parle COBOL, entre guillemets. Donc, en fait, par obsolescence, presque, le système est inattaquable puisque personne ne le comprend. Exactement. Et ça, c'est qu'en fait, cette hypothèse est confirmée justement par le fait que Mythos arrive à identifier des vulnérabilités qui datent de 27 ans, de 30 ans, enfin de 13 ans, etc., sur beaucoup de systèmes. Et donc aujourd'hui, on peut se dire que cette IA qui est capable d'apprendre assez rapidement ces langages-là et aussi de l'architecture de ces infrastructures, elle est capable de faire mal et d'aller justement en fait au cœur du système financier et de conduire des attaques qui vont être réussies. Et c'est là où la question économique revient, mais on pourrait se dire c'est une opportunité énorme pour des très grosses entreprises, dont Anthropic, que de proposer de revoir tout ce langage-là à ces institutions-là. Enfin, la demande pourrait être énorme. Est-ce que ça, c'est dans leur viseur également, Akram Azam? On pense que c'est un peu la feuille de route, parce qu'il y a la semaine dernière, pour certains chercheurs, ils ont identifié qu'il y avait un bouton Claude Mythos qui est apparu. Et justement, Anthropic en a été toujours clair. L'idée, c'est justement, ils créent une IA pour aider les entreprises, les organisations à identifier des vulnérabilités, à les corriger. Donc, ils sont plutôt du côté accompagnement, du bon côté, si on peut dire. S'en suivra bien sûr une logique économique. Après, tout dépendra des conditions et du prix. Et puis, Yamina Tadjedine, la raison aussi pour laquelle je vous ai demandé en tout début d'émission s'il s'agissait vraiment d'une révolution, au moins d'un point de vue technologique, c'est qu'il y a quand même eu un discours aussi dès le mois d'avril qui se voulait plutôt rassurant. C'était notamment le cas de Guillaume Poupard, qui est coprésident du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique en France. Lui, il a dit, quand Anthropic vante la dangerosité de ces modèles, s'ils tombent entre de mauvaises mains, c'est plutôt une habile façon de mettre en avant leur performance et donc de susciter un vif intérêt, y compris du côté des investisseurs. On peut se dire que ça a marché. On a appris jeudi dernier que la valorisation d'Anthropic s'élevait à 365 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut croire finalement à ce que nous dit Guillaume Poupard, avec cette idée plutôt d'un effet d'annonce plus que d'autre chose en vue d'attirer les investisseurs? Oui, je pense qu'en fait, il y a une large partie, finalement, un très bon timing de communication. Et j'ajouterais qu'à partir du moment où Mythos va véritablement faire un diagnostic dans les 40 banques élues, en fait, c'est de l'information qui va alimenter sa connaissance de ces outils-là. Donc, l'IA est parmi nous. Je pense qu'il y a des moyens de la contrôler malgré tout, mais aussi il faut être très vigilant parce que ça reste des outils très puissants. Force est de constater, Akram Azam, qu'Anthropic est une entreprise américaine. On mentionnait le projet Glasswing, dont la plupart des institutions et des entreprises concernées sont aussi américaines, et puis pas des moindres, c'est Apple, Google, Microsoft, JP Morgan, enfin, on retrouve des mastodontes quand même. Est-ce qu'il y a un risque que ceux qui ont accès finalement à Mythos prennent une large avance, soient capables de se protéger, tandis que les entreprises européennes, les institutions financières européennes, pour l'instant, il y a une barrière, pour l'instant, on dit non à Mythos, qu'il y a un décalage qui se crée et un décalage qui se paye aussi, encore une fois, en monnaie sonnante et trébuchante, parce que tout l'argent qu'on met pour réparer les dégâts, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans certains investissements aussi. Exactement. En réalité, indéniablement, le groupe des 40, des 50 qui triaient sur le volet, qui ont accès aujourd'hui à Mythos, ça leur permet justement d'avoir une avance sur la sécurisation de leur système d'information et sur la confiance numérique qu'ils peuvent susciter auprès de leurs clients et auprès de leurs partenaires, et donc qui sera, in fine, aussi valorisé en argent. Sur ça, ce qui est l'approche aussi d'Anthropic, il pouvait aussi être expliqué par le fait que je ne peux pas d'un seul coup, cette IA très puissante, la donner en accès en fait à tout le monde, parce que ce qu'ils appellent eux des partenaires de confiance, ils estiment peut-être que les Européens ne sont pas aujourd'hui des partenaires de confiance. Et là où on va dire, ils insistent aussi sur la puissance de leur IA, le 22 mai, ils ont publié un rapport assez public en chiffres et qui est confirmé justement par les partenaires sur le projet Glasswing, qui communiquent ouvertement aussi sur les vulnérabilités ou les bugs qu'ils ont pu corriger. Et donc, ils chiffrent 10 000 failles en un mois d'utilisation d'Anthropic qui n'ont jamais pu être identifiées avant, ni par d'autres experts humains ou des technologies, et 500 failles
ultra critique sur des systèmes ce qu'on appelle open source ou du logiciel libre, et qui est justement en fait le logiciel libre, le code est accessible à tous les experts et les revues plusieurs fois, et en fait on peut identifier des vulnérabilités corriger au fur et à mesure. Mais là, les organisations du logiciel libre demandent à Anthropic de ralentir un peu le rythme parce qu'ils n'ont pas les moyens ni les capacités humaines de corriger tous ces failles-là. Akram Azam, très rapidement, avant la fin de cette émission, et pour peut-être terminer sur notre plus constructive, lorsqu'on est une entreprise européenne ou une banque européenne, quels moyens on a de faire face à ce potentiel retard et puis aussi au potentiel cyberattaque? Aujourd'hui, l'idée, c'est de recruter ces premiers, on va dire, opérateurs cybersécurité non humains, donc de développer des agents IA sur des IA qui peuvent être souveraines aux propriétaires de ces organisations-là, pour les aider à anticiper toute cette rapidité de vélocité nécessaire pour ce qu'on appelle la correction des failles ou le patching. Et après, en fait, je pense aussi que les fournisseurs de solutions de cybersécurité qui font partie aussi du projet Glasswing vont aussi, à travers les solutions qu'ils ont déjà installées chez ces clients-là, leur proposer des services. Et donc, c'est un marché, une fois de plus, qui est en train de se structurer. Oui, voilà. On voit que le facteur économique a quand même un grand rôle à jouer dans cette course au progrès technologique. Yamina Tadjeddine et Akram Azam, merci infiniment de nous avoir aidés à mieux comprendre la révolution en cours sur les marchés de la donnée et sur le marché des langages informatiques. Place désormais à notre seconde partie d'émission. On quitte serveurs et autres centres de données pour partir vers des temps non moins troublés, puisque nous remontons le temps au tout début de la Seconde Guerre mondiale.